Aujourd'hui, je vais vous parler de notre plan de conquête du monde. Je peux le faire. Alors moi je suis Miguel, je suis d'une part le plus ancien salarié de Cocktail Games et d'autre part je suis le responsable export. Alors mon métier c'est en deux parties. Il y a une partie commerciale, recherche de partenaires et vente des jeux. Et après il y a toute une partie plus liée à la traduction, la localisation des jeux eux-mêmes et aux fabrications. C'est-à-dire donner aux partenaires les fichiers, les documents, tout le matériel en anglais pour qu'ils puissent traduire et faire le suivi des fabrications elles-mêmes. Je réponds du tac au tac. Alors, l'export en 3 mots, c'est une excellente question. Il y a contact, parce qu'on a beaucoup de contacts avec des gens d'horizons très variés. Organisation, même si c'est pas toujours mon point fort, il faut quand même être organisé parce que les fabrications, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de coordination justement entre des gens qui ont des rythmes très différents. On ne travaille pas avec des Italiens comme on travaille avec des Japonais. C'est un exemple, hein, ou avec des Allemands qui sont peut-être plus rigoureux. Le troisième mot, c'est partage. Tout simplement parce que on s'aperçoit que c'est souvent les mêmes jeux qui fonctionnent un peu partout dans le monde. Forcément, il y a toujours des exceptions. Quand on vend des jeux comme ça partout, on s'aperçoit que c'est les mêmes choses qui font kiffer les gens, les mêmes choses qui les font marrer. Toujours des petites variations, mais c'est vraiment l'aspect fédérateur du jeu qui est extrêmement visible quand on travaille avec autant des gens d'horizons tellement différents. Alors, le parcours d'un jeu à l'export, il se fait en différentes étapes. Tout d'abord, il y a déjà présenter le jeu à des partenaires. Je viens de penser qu'avant ça, il y a même trouver des partenaires dans chacun des pays, parce que nous on cherche des distributeurs et pas des éditeurs en réalité. Donc, pour trouver des nouveaux partenaires, il y a 2 grands événements qui sont Essen et Nuremberg. Essen qui est le plus grand salon public pour le jeu de société au niveau mondial, et Nuremberg qui est le plus grand salon jeu jouer, mais uniquement pour les entreprises. Moi j'appelle ça l'usine du Père Noël. C'est en début d'année et sont présentés tous les jeux qui seront vendus au cours de l'année. Et là ça regroupe vraiment par contre jeux et jouets. Donc en général on propose des rendez-vous à des prospects qu'on a identifiés auparavant et aussi à nos partenaires réguliers. Ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui nous contactent en direct. Donc ensuite, une fois que par pays on a identifié des partenaires, il faut leur présenter le jeu. Donc si ça correspond en termes de timing, parce que Essen est en octobre et Nuremberg est en fin janvier, début février. Si ça correspond en termes de planning, on leur montre sur les festivals nos nouveautés. Ça arrive quand on a un jeu qui est en développement et qui est prêt à être montré à une date un petit peu entre les deux, en juin ou quelque chose comme ça. Ça arrive qu'on envoie directement aussi des prototypes ou des jeux en préfabrication. Donc ensuite, le partenaire dit si le jeu les intéresse ou pas. Ça c'est important aussi parce que un certain nombre de partenaires sont un petit peu spécialisés en fonction de réseaux de distribution. On se met d'accord sur le prix, je vais passer assez vite là-dessus pour des raisons de confidentialité. On se met d'accord sur le prix, sur où ils vont prendre les jeux. Ça peut être pris dans le nord de la France, mais souvent c'est directement à l'usine. Et après, on passe à la phase de traduction. Tous nos jeux sont traduits en anglais, qui sert de matière première en quelque sorte à une traduction dans la langue concernée. C'est notre partenaire qui fait la traduction, qui fait la mise en page des fichiers parce que c'est beaucoup plus simple si c'est eux qui s'en occupent. Pendant un moment, on faisait les mises en page des fichiers nous-mêmes. Bon, quand on doit apprendre les règles typographiques du polonais pour faire des jeux, en tant que français, ça devient un petit peu compliqué, même chose pour le japonais. Donc c'est devenu une évidence que c'était beaucoup plus simple de faire traduire directement et de faire les fichiers par nos partenaires. Une fois que c'est fait, il y a tout un process de vérification des fichiers pour qu'ils soient bien aux normes de l'usine. On fait des BAT, des bons à tirer, désolé. Ils vérifient. Dernière validation et ça part en fabrication. On fait le pick-up des jeux soit à l'usine, donc soit à transport bateau jusqu'en France et après il reste la facturation. Donc il y a plein d'étapes. C'est un petit peu comme faire partir des trains, c'est-à-dire qu'il y a un horaire à respecter dans l'idéal puisque tout le monde doit avoir son jeu fabriqué au même moment. Pour un jeu par exemple Top 10, quand on lance une fabrication de Top 10, il peut y avoir 7-8 pays concernés. Souvent il faut lutter pour avoir les fichiers, les validations, des bons à tirer au bon moment.
Alors, notre jeu qui fonctionne le mieux à l'export, je veux dire il y en a deux. Historiquement, le premier gros succès à l'export, c'est Hanabi. Déjà parce que c'est un excellent jeu, on va pas se mentir là-dessus, c'est un excellent jeu, qui est un jeu très original, qui a gagné le Spiel. Et ça, c'est un très gros booster à l'export, parce que le Spiel est un prix, le prix mondialement le plus reconnu. Et donc, il y a plein de versions du jeu qui ont existé, et qui existent toujours d'ailleurs. Le deuxième jeu qui fonctionne le mieux à l'export, c'est un jeu plus récent, c'est Top 10, qui n'a pas eu le Spiel, mais qui a été nommé, et qui par contre n'a pas attendu la nomination pour avoir du succès à l'export. Ça fait partie des jeux ça qui font vraiment plaisir, et aussi sur lequel il y a pas mal d'appropriation de nos partenaires sur les traductions. Une des directives, c'est sur un jeu comme Top 10, c'est de dire voilà, vous avez un contenu en anglais qui vient du français et qui a été traduit en anglais. Par contre, vous avez une marge de liberté pour adapter à la culture de votre pays, à votre humour, aux séries, aux films locaux ou à la télé locale. Par exemple, pour Top 10 en allemand, le jour de la nomination, j'ai reçu un mail de la personne qui a fait la traduction, qui était très contente que je sois nommé, forcément, mais aussi qui m'a dit qu'il s'était beaucoup amusé à traduire le jeu, et c'est aussi ça qui a fait la qualité de la version allemande. Alors, on a essentiellement de la distribution en Europe, forcément, puisque c'est nos voisins. Donc, il y a l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Hongrie, qui marche très bien, la Pologne, un peu en Roumanie, en République tchèque, en Ukraine également, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Russie. Ensuite, si on fait un tour du côté de l'Asie, il y a la Chine, le Japon et la Corée. L'Amérique du Sud, le Brésil, un petit peu tout le reste de l'Amérique du Sud hispanophone via Asmodee, les États-Unis. Et est-ce que j'oublie des gens? Je ne pense pas. En gros, là où c'est le plus compliqué, c'est les pays du Moyen-Orient et l'Afrique. Parfois on a des bizarreries culturelles. Par exemple, je me souviens de Kaleido Junior. Donc Kaleido Junior, c'est un jeu qu'on n'édite plus, mais qui est un jeu italien d'origine, un jeu de Spartaco Albertarelli, qui est l'auteur du jeu, mais qui est aussi très protecteur par rapport à son jeu, dans la mesure où il faisait faire les illustrations également. Sur Kaleido Junior, il a fait appel à deux illustratrices talentueuses italiennes, et ils ont fait également la couverture du jeu. Et nous, on n'a pas tellement réfléchi, on dit bon, c'est bien, il n'y a pas de problème. Et on a présenté cette couverture du jeu à des partenaires qui travaillaient sur les pays scandinaves. Ils ont été complètement abasourdis par la couverture parce qu'il y avait une bouteille de vin. Alors forcément, pour des Français et pour des Italiens, la bouteille de vin sur un jeu pour enfants, c'est... Voilà, on n'a pas vu le mal, mais pour eux c'était complètement incroyable, et donc on a dû enlever cette bouteille sur leur version. Tu veux quel genre d'anecdote? Moi j'ai, en anecdote, j'ai ce que j'appelle l'enchaînement de la mort. L'enchaînement de la mort, c'était Nuremberg qui finissait le mardi, Cannes qui commençait le mercredi, et New York qui commençait le samedi. Et j'ai fait les trois. Avec Mathieu, donc t'es en camionnette, et donc on est parti de Nuremberg pour aller à Cannes, sachant qu'après, le lundi après Cannes, je partais pour New York. On a été particulièrement idiots parce qu'on a suivi les indications d'un truc merveilleux qui s'appelle un GPS. Vous regarderez le trajet entre Nuremberg, donc en Allemagne, et Cannes, au sud de la France. Ça passe par pas mal de pays, la Suisse, je crois qu'on est passé par l'Autriche, Suisse, Italie, France. Et donc, comme des idiots, on a suivi le GPS et on n'a pas fait attention du tout. On s'est retrouvé à prendre un tunnel, et il faisait nuit. Et au sortir du tunnel, de la neige. Paroi rocheuse d'un côté, ravin de l'autre, montée incroyable, et il s'est trouvé que le GPS nous a fait prendre des cols de montagne dans la neige, donc panique, stress, pas de plan pour l'hôtel. On a fini par arriver dans un village où on a trouvé un hôtel qui ressemblait vraiment à un chalet ou quelque chose comme ça de loin. Voilà, chambre d'hôtel magnifique. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai ouvert les volets et il y avait les pistes de ski et les périphériques pour monter les pistes. On était en train de dormir dans une station de ski en réalité, au sommet d'un col. Alors après on est redescendu, mais là ça avait été très compliqué. C'est un moment de voiture très compliqué à vivre.